Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dunk Hebdo. C'est Adrien, ravi de vous retrouver donc après des semaines de triturage de cerveau pour classer des joueurs dans un sport collectif. Merci à vous d'ailleurs de nous avoir écoutés aussi nombreux pour le traditionnel DH20. Mais il est temps maintenant de reparler collectif justement avec la saison NBA 2021-2022 qui se profile et qui s'approche à grands pas. Donc avant de vous détailler tout le contenu de nos previews du jour, je vais accueillir avec plaisir mes deux camarades du jour. On commence par celui dont l'arrière-plan et le fond sonore peut passer de jeune papa en appartement à candidat de Pékin Express. C'est Tom. Salut Tom. Salut, comment vas-tu Adrien? Très bien, ravi de vous retrouver. Et notre troisième intervenant du jour, lui, il passe plutôt d'une bibliothèque victorienne à une cuisine parisienne en passant par une salle de basket du fin fond de l'Ouzbékistan. C'est Alan. Comment ça va, Alan? Ça va et toi? Non, j'ai pas fait l'Ouzbékistan. Mais Pas encore. Non, j'espère. J'ai fait la Slovaquie. Et ça, croyez-moi, c'est pas donné à tout le monde. Mais pour le moment, on va retourner aux États-Unis puisque l'heure est au preview Dunk Hebdo donc de cette saison NBA aujourd'hui. On vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur vos plateformes de podcast préférées, sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Vous êtes les bienvenus. Et on va marquer notre pause traditionnelle avant de se retrouver pour enfin parler de cette saison NBA 2021-2022. Alors messieurs, on va entrer dans le vif du sujet. Il est temps de faire un tour d'horizon des équipes de la Ligue, de faire un point sur les différents projets, sur les objectifs de l'année. Et pour ça, cette année, on a décidé de se poser deux questions par franchise NBA. Et pour varier un peu l'ordre, on va prendre les équipes par conférence et par ordre alphabétique inversé. Alors ça paraît compliqué évidemment, mais c'est très simple, ne vous inquiétez pas. Vous allez tout comprendre en démarrant donc avec la conférence Ouest aujourd'hui. Et la première équipe du jour, ce sont les Golden State Warriors. Et il y a déjà de vraies problématiques qui se dégagent du côté de la baie. Donc je vais me tourner pour commencer vers toi, Tom. Et la première question qu'on se pose aujourd'hui pour les Warriors de cette saison, c'est vont-ils réussir à se classer parmi les 10 meilleures attaques de la Ligue? C'est une question signée Ben. Qu'est-ce que tu en penses, Tom? Je pense que cette saison, ça va être très difficile. Déjà, l'an dernier, ils étaient très loin puisqu'ils étaient dans le bottom 20 en attaque. Alors, pour vous donner le chiffre exact, ils étaient 21e attaque malgré un Steph Curry incandescent et probablement qui a fait l'une des meilleures saisons offensives de sa carrière. Donc, je pense ils sont vraiment loin, en fait, pour moi, du top 10. Surtout, alors oui, on peut penser qu'au retour de clé, ça va bien se passer, mais même au retour de clé, moi, il y a quelque chose qui me questionne, c'est surtout qu'est-ce qui se passe en attaque quand Stephen Curry n'est pas sur le terrain. Donc, on a vu l'an dernier que c'est Jordan Poole qui avait repris un peu le rôle de torche humaine, comme bien dire Alan, le rôle de torche humaine. Mais cette saison, j'ai plus l'impression qu'il sera dans le 5, et du coup, il manque vraiment un créateur quand Steph Curry n'est pas là. Et je sais pas, je vois pas un joueur de ce profil en fait dans l'équipe. Donc pour moi, ce sera un homme. Et pour toi, Alan, j'imagine un peu la même chose. C'est vrai que cet effectif des Warriors, la profondeur de l'effectif avec d'autres problématiques, on va y revenir d'ici quelques instants, ça pose des questions, notamment au niveau offensif. Ouais, complètement. Complètement. Oh, Tom a bien dit, je pense que quand Steph Curry est sur le terrain, ils ont le potentiel pour être une top 10 attaque. Je pense. Sauf qu'en fait, comme on le voit tous les ans dans des équipes où tu as un super joueur offensif qui peut avoir à son poste un remplaçant ou plusieurs remplaçants mauvais, l'attaque, quand il n'est pas sur le terrain, même si ce joueur-là joue trois quarts des minutes, on va dire, bah, le quart des minutes où il n'est pas là, ça te plombe ton attaque en fait. Ça te la plombe complètement. On se rappelle de ces matchs Christon quand Westbrook sortait du terrain. On se rappelle de Brandon Goodwin à Atlanta quand Trae Young sortait du terrain. Alors, quand Trae Young était sur le terrain, l'attaque d'Atlanta était très bien. Quand Westbrook était sur le terrain, je pense pas que l'attaque de OKC était top 10, mais l'attaque d'OKC avait une certaine forme de fonctionnalité quand même. Et quand Curry n'est pas sur le terrain, moi, je suis comme ça, mais ça me pose énormément de problèmes. J'avais parlé la semaine dernière. Allez voir ce compte, hein. Il y a un compte Twitter qui fait un best-of vidéo des actions offensives sauvées par Steph Curry. C'est 20 secondes de n'importe quoi. Steph Curry qui récupère le ballon à 10 mètres, il met dedans. Alors ça fait 3 points, ça fait monter ton rating, mais en fait ton attaque n'est pas bonne. Donc C'est ça. Mais simplement pour donner le chiffre, et après on pourra peut-être avancer.
quand Steph Curry n'était pas sur le terrain l'an dernier, les Warriors avaient un offensive rating de 100. C'est dans le 3e percentile. 97% des 5 de départ faisaient mieux, en gros. Voilà. Ouais, bah, on rejoint cette question qu'on a déjà évoquée, notamment sur l'épisode sur l'héliocentrisme. C'est-à-dire que Steph Curry, il phagocyte toute l'attaque des Warriors. C'est-à-dire que tout tourne autour de lui, avec ou sans la balle d'ailleurs. Et c'est un profil tellement particulier qu'effectivement, dans le reste de l'effectif, tu ne peux pas jouer de la même façon, tu vois, par rapport à ce que tu disais, Alan. C'est aussi un peu la problématique qu'il y avait pour les Lakers quand LeBron s'asseyait il y a quelques temps. On en a beaucoup parlé, il fallait un deuxième créateur, etc. etc. Et ça nous amène aussi la deuxième question. Je m'en sers direct pour faire la transition, parce que la grosse question de l'effectif des Warriors cette année, elle est double. Il y a évidemment le fameux retour de Klay Thompson qui est attendu. Alors comme le Messi, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on sait quand même que pour l'attaque des Warriors, ça aide d'avoir Klay Thompson, on ne va pas se mentir. Et donc, est-ce que finalement, cette saison, je me retourne du coup vers toi, Tom, elle n'est pas dépendante de comment et quand, même si a priori ça devrait être début d'année prochaine, revient Klay Thompson sur un parquet NBA? Je pense que ça dépend vraiment où tu places le curseur sur la réussite de leur saison. Je pense que Klay Thompson, c'est un joueur je pense qu'il va plus faire la bascule sur du jeu de playoff que sur du jeu de saison régulière, parce que même si Klay Thompson revient, le nom Klay Thompson qui a derrière le maillot revient, après 30 ans d'absence, ce sera pas le Klay Thompson qu'on a connu, puisqu'on l'a vu la dernière fois. All NBA Klay Thompson, quoi. Donc, All NBA. Après, le truc, c'est qu'on peut se dire que le fait de faire jouer Klay Thompson va enlever un mauvais joueur de la rotation, parce qu'il y a énormément de joueurs qui ont des choses à prouver en fait dans la rotation des Warriors. Et du coup, je me dis que le fait que Klay Thompson gagne des minutes, ça enlèvera des minutes à peut-être un gars comme Michael Mulder ou un Damian Lee ou des joueurs comme ça en fait qui voilà, c'est toujours la problématique, hein. Quand tu enlèves un bon joueur, ben, tu as le remplaçant qui a plus de minutes et tu as le remplaçant du remplaçant qui joue jamais qui se retrouve à avoir des minutes. Ben, le fait de retrouver le titulaire, ben, le remplaçant du remplaçant ne verra plus le terrain et du coup ça te permettra toi de minorer un peu les line-up où tu peux être en difficulté. Après, il faut savoir que les Warriors, ils ont pas mal de soucis de la profondeur de leur effectif, et ça, je pense que Alan pourra en parler mieux que moi, puisqu'il y a pas mal de joueurs qui ont pas mal des choses à prouver dans cet effectif. Je vais prolonger la question pour te donner la parole, Alan, parce qu'il y a donc ce retour de Klay Thompson, cette profondeur d'effectif, et la question au centre, c'est aussi la question de la santé, parce qu'il y a quelques joueurs qui ne jouent pas forcément tous les matchs. Alors, il y a le fameux Otto Porter qui, en santé, est un très bon joueur, enfin un joueur qui peut contribuer sur un terrain NBA, mais qui malheureusement fait rarement des saisons complètes. Et il y a cette problématique en Andrew Wiggins, donc ça fait beaucoup de pièces comme ça qui peuvent se retrouver au fil de la saison à ne pas trouver le terrain, et donc on va voir des joueurs plus loin dans la rotation. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, là? Moi, la vraie question que je me pose, c'est, Tom a dit, c'est quoi pour les Warriors une saison réussie? C'est pas la même chose, c'est quoi pour eux et c'est quoi pour leurs fans, je pense. Après, moi, je vois 3 loteries pick dans leur équipe sur les 2 dernières années. S'ils jouent, je pense que les réussites collectives en pâtiront un peu. Mais s'ils jouent pas, les fans vont être énervés parce que ils ont drafté un joueur dans le top 3, ils ont drafté un joueur dans le top 10 cette année, ils ont drafté un joueur 14e. Donc c'est Wiseman, Kuminga, Moody. Moody est sans doute le plus simple à intégrer dans une rotation, je pense, parce que c'est un joueur très mature, c'est un joueur qui a toujours eu un rôle secondaire de toute façon. Bon, Arkansas, il avait un peu plus de responsabilité, mais il a déjà joué avec des méga stars. Mais en fait, je pense que si Wiseman et Kuminga ne jouent plus de 15-20 minutes, ça va être compliqué pour les réussites collectives, mais s'ils ne jouent pas, ils sont dans une espèce d'entre-deux, en fait. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que si ces 2 joueurs-là voient trop de minutes, c'est pas bon pour que les Warriors trouvent une bonne place pour aller en playoff, hein, personnellement. Ouais, je pense que tu pointes du doigt le bon Après, endroit. Excuse-moi, Tom, je vais te relaisser la parole, mais c'est cette question de la réussite, elle est centrale. C'est qu'est-ce que tu veux faire du côté des Warriors? Comme tu dis, entre l'équipe et les fans, c'est deux choses différentes. Est-ce que justement tu veux commencer à préparer l'après? C'est dur de parler comme ça, hein, mais de préparer l'après en donnant des minutes justement à tes jeunes joueurs, à tes loteries pick. Ou est-ce que tu veux tenter entre guillemets, un barreau d'honneur avec ton fameux Curry, Klay, Draymond Green? Et c'est peut-être au retour de Klay qu'on aura plus d'éléments de réponse. C'est ça, surtout que, là, Alan, t'as parlé peut-être de donner une quinzaine de minutes par match à ces jeunes joueurs-là. Peut-être ils n'auront pas le choix, vu ce qui se passe avec Andrew Wiggins. Ce qui se passe avec Andrew Wiggins, il y a des chances que Andrew Wiggins ne puisse pas jouer les matchs à domicile.
Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer par rapport à Andrew Wiggins? Est-ce qu'ils vont pas le transférer du coup pour s'assurer d'avoir quelqu'un qui puisse jouer ces minutes-là? Sachant que Andrew Wiggins, c'est le joueur qui a joué le plus de minutes pour les Ouais. Warriors l'an dernier, hein. Donc, c'est un joueur qui est très très important, entre guillemets, par sa Oui. présence sur le terrain, puisque c'est un joueur qui est très rarement blessé, qui manque très peu de matchs. Il a raté qu'un On match, je peut crois, la dire saison ce qu'on dernière. veut. Ouais, c'est ça. Donc, on peut dire ce qu'on veut d'Andrew Wiggins par rapport à son niveau, par rapport à son contrat, mais c'est un joueur sur lequel on peut Mm. compter et qui est présent. C'est quelqu'un qui sera toujours présent, entre guillemets, sur la feuille de match. Donc, ça peut commencer à devenir compliqué, surtout que voilà, tu vois, les joueurs qu'ils ont récupérés, autoporteur, top shooter, Non. problème de Nelson blessure Galloway. récurrent, Hudson Galloway, enfin, bon, voilà, comme dit Godala, il est plus Mm. sur il est plus dans sa toute première jeunesse non plus, Bradley donc aussi a bon, des soucis de tout ça, blessure. ça aussi, donc il y a pas mal d'incertitudes autour de ce roster-là, donc ouais, Clé peut être salvateur, mais il y a des chances que ça se passe pas comme, enfin, il y a vraiment beaucoup de variance en fait pour cette équipe. C'est ça. Moi, je pense que ça nous fait une bonne conclusion. Alors, conclusion, c'est un grand mot, mais disons qu'on aura peut-être plus d'éléments de réponse au fur et à mesure de la saison du côté des Warriors. Mais voilà, beaucoup de questions autour de cette équipe cette année. On va passer à l'équipe suivante, donc dans l'ordre alphabétique toujours inversé. Ce sont les Trail Blazers de Portland, Oui, parce qu'on donc est sur les noms d'équipes, pas les villes. exactement pour changer un Mhm. peu. C'est ça. Et donc les Trail Blazers donc de Portland, de Dame Lillard qui nous a creusé le cerveau aussi dans le DH20, notamment avec cette question autour de son équipe, des résultats de son équipe. C'est vrai que c'est une problématique qui est revenue plusieurs fois quand on l'évoquait. Et ça va être la première question qu'on va se poser. Donc cette fois-ci, je vais me tourner vers toi, Alan. Euh, à quoi on peut vraiment prétendre du côté des Blazers si CJ McCollum donc reste le lieutenant des Blazers? Est-ce qu'on peut voir plus loin que ce qu'on a vu ces dernières années? Oui, si des équipes plus fortes que toi ont des blessés n'arrivent pas à 100% dans les affrontements de playoffs. Je pense qu'il y a un plafond de verre au-dessus du roster des Blazers et que bah tout Damian Lillard qu'il est, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il soit en 40-10 sur une série de playoffs ou il faut qu'il soit incandescent plus. Non, c'est pas possible. Il y a des équipes à l'Ouest qui sont plus fortes, plus profondes, mieux coachées aussi. Je pense que j'aimais bien. Honnêtement, Terry Stotts, c'est un coach que j'appréciais vraiment beaucoup au début de son passage important. Et je pense que c'est quand même un bon coach. Il faut pas toujours vouloir virer le coach parce qu'on sait jamais par quoi on va le remplacer. Donc là, ils ont pris Billups. Moi, j'attends de voir comment ça va se passer. On en a parlé souvent, hein. Il y a les superstars, elles aiment bien maintenant avoir ce qui peut s'appeler un player's coach, mais ou alors un ancien joueur, peut-être plus jeune, sur qui elle peut avoir une relation un peu différente. Pour ça que Tyronn Lue a beaucoup d'emplois. Pour ça que je pense que Jason Kidd a eu son poste à Dallas. Pour ça que ça marche pas mal. Non, moi je pense qu'il y a un plafond de verre au-dessus de Portland, complètement. Et que si CJ McCollum est ton deuxième meilleur joueur, offensif. Je pense que et en plus c'est plus de CJ McCollum 2017, 2018 ou début de saison l'an dernier je crois où il était très très bon. Ouais. Avant qu'il se Exactement avant blesse qu'il se au pied, ouais. blesse. Malheureusement parce que c'est un joueur que j'aime bien CJ McCollum et c'est une association que je trouve super bien en plus quand ça dure dans le temps tu as le temps un peu d'apprécier le duo. Je pense que ils peuvent pas aller en finale NBA avec cette construction. Je pense pas. Alors, même question reformulée, Tom. Est-ce que c'est Chauncey Billups qui a les clés pour arriver à faire mieux avec cet effectif qui est un peu différent, on y reviendra, mais qui est quand même, en tout cas au niveau de la tête, des deux têtes, sensiblement dans le même esprit qu'il y avait ces dernières années à Portland? Moi, je pense que, enfin, Billups, encore une fois, c'est avec les coachs assistants qui sont promus. On ne sait pas, tu peux tomber sur des très bons coachs comme tu peux tomber sur des coachs moyens, voire mauvais, quoi. Donc, on ne sait pas exactement. Je pense que l'homme, l'homme entre guillemets, par rapport à ce qu'il a vécu en termes de basket, peut apporter une notion d'expérience. Il peut apporter des choses d'un point de vue joueurs en fait à cette équipe-là. Après, moi, je pense que ce qui va être plus intéressant pour Portland cette saison, c'est de rester en santé, puisque c'est une équipe qui, si elle veut aller loin entre guillemets en playoff,
n'a pas le choix que d'avoir un des 3 meilleurs bilans de la ligue pour éviter pour avoir, entre guillemets, un adversaire un petit peu plus à sa portée au premier tour. Pour moi, limite, il faut qu'il s'organise pour être premier pour choper le huitième, quoi, ou l'équipe qui sort Tu du veux tout play-in. mettre sur la saison régulière, en gros. Si t'es... Pour moi, c'est leur seule chance d'aller plus loin parce que tous les match-up en dehors du match-up peut-être qu'ils auraient au premier tour seraient des match-up entre guillemets 50-50. Donc je pense que eux, ils ont vraiment intérêt à pousser pour la saison régulière. Et du coup, je trouve que c'est intéressant ce qu'ils ont fait parce que pour pousser pour la saison régulière, il faut être bon pendant les minutes où Lillard n'est pas là. Et je trouve que ce qu'ils ont fait cette saison en rajoutant, par exemple, Cody Zeller, en rajoutant, en prolongeant Norman Powell, qui a des chances peut-être d'être 6e homme de l'année cette saison, on ne sait pas, hein. Il a des chances d'être 6e homme de l'année. Et même en rajoutant Larry Nance, qui offre un peu de polyvalence quand il est en santé. Donc je trouve que tous ces éléments-là peuvent faire que Portland ait un meilleur bilan en saison régulière qui va les aider à aller plus loin en playoff peut-être par rapport à un bracket qui se dessinerait mieux pour eux. Si on part de ce principe, Alan, si on part de ce principe qu'il faut faire le meilleur résultat possible en saison régulière, est-ce que tu es d'accord que ces mouvements d'avoir perdu le duo Canter-Melo, qui a joué énormément l'année dernière du côté des Blazers, de l'avoir remplacé, donc Tom l'a dit, hein, par des Larry Nance, des Cody Zeller, est-ce que tu penses que ça, tout au long de la saison régulière, ça va te permettre de gagner un peu plus de matchs? Ça va te permettre à ta défense d'être moins catastrophique. Après, je pense que Melo offensivement, il t'aidait quand même. Euh, mais le duo Melo-Canter faisait que défensivement, c'était pas possible. Cody Zeller, Tom aime souvent le rappeler, c'est un joueur qui est peut-être devenu sous-coté. Euh, alors oui, il a été drafté dans le top 5. C'est pas ce genre de profil. Aujourd'hui, on drafterait plus jamais ce genre de joueur dans le top 5. Ça montre aussi comment la ligue va vite, mais avoir ce joueur-là dans ton... On voyait vraiment la différence l'an dernier aux Hornets quand c'était lui qui jouait avec Lamelo et quand c'était Bismack Biyombo, notamment. C'est un bon joueur de basket et je pense qu'il va aider. Larry Nance aussi. Euh, et ensuite, bah, je pense qu'ils vont être quand même... Moi, je pense qu'ils vont être dépendants aussi de... Est-ce que... Je pense que Tony Snell et Ben McLemore vont jouer en fait. Je pense que ces deux joueurs-là vont jouer. Ouais, Parce ouais. que il faut du catch and shoot dans toutes les équipes NBA aujourd'hui. Et les jeunes profils qui ont été draftés, je pense que les fans veulent voir, ne sont pas dans le type catch and shoot, parce que le joueur qui était type catch and shoot, ils l'ont plus. C'est Gary Trent. Ouais. Je pense que ces deux joueurs-là vont jouer, alors peut-être plus que des joueurs comme Little ou Simons, voilà. Simon, Mais ouais. ils seront importants dans l'adresse collective offensive à côté de Damon Lillard. Parce que s'il n'y a pas de respect sur les close-outs de ces joueurs-là, s'il y a des minutes où on close-out pas fort sur les kick-outs de Lillard et tout ça, ça va être compliqué offensivement, alors que défensivement, il y aura du mieux, je pense. Je suis d'accord, il y aura du mieux défensivement, mais la question que je me pose sur une saison régulière, et on va revenir à cette histoire de coaching staff, c'est que l'année dernière, pour regarder un peu les Blazers, le fond de jeu offensif, il n'était pas incroyable. C'est-à-dire que c'était un peu à toi, à moi, Lillard, McCollum, et si on n'a plus de solution, bah Lamelo, et il fait son ISO, et on voit ce que ça nous donne. Powell aussi, Powell avait pas mal de ballons sur la fin de saison. C'est vrai, une fois l'arrivée de Powell. Il y avait eu la tentative de jouer avec les trois, quoi. Tom l'avait dit, je crois. Tom Et ça l'avait marchait, dit, ouais. Ça voilà, marchait il faut qu'on offensivement. pète tout offensivement parce qu'on sait que défensivement ça ne le fera pas, quoi. Est-ce que cette année il va y avoir un réajustement? Tom parlait de Powell en 6e homme. C'est ce que ça a été dit qu'il serait 6e homme, clairement? Moi, je l'ai pas trop entendu, hein. Je crois pas. Non, ça a pas été dit, mais moi je trouve que ça fait plus sens par exemple d'avoir Powell en 6e homme et d'avoir par exemple Covington au poste Oui. 3, qui pour moi est son meilleur Ah, poste, hein. Covington, Nance avec Avec Nurkic, Nurkic, et après tu as des line-up hyper complètement. offensifs Ouais. en fait Donc tu peux même jouer avec sur le banc. Snell en 3 et Covington en 4 si tu Ouais, ou veux. Snell, voilà. Après, on n'est pas coach, on est, Snell qui fait le jogger ouais. à côté Qui va prendre que 2 tirs en 22 minutes, mais bon. et finir Allez, avec le voilà, meilleur pourcentage à 3 points finir de quand la même à ligue. 43%, mais Toujours avoir au moins deux des Lillard, McCollum, Powell sur le terrain de toute façon pour oui, t'assurer. quand t'as trois gardes comme ça, c'est vraiment comme ça qu'il faut que ça se passe. Faut que t'en aies toujours deux ensemble, quoi. C'est,
ça peut vraiment te permettre de toujours avoir ce niveau plancher d'attaque, qui est nécessaire en saison régulière. Oui, peut-être Ouais. même. 120 d'offensive rating, hein, avec, quand on pouvait y arriver. 120 d'offensive rating, c'était après la traité de ligne. Pourtant, il était Ouais. de loin la Ouais, meilleure ouais, attaque de la et ligue. ça marquait à tout va, franchement. Bon, bah, il manquera plus que cette défense s'améliore. Du coup, on verra, on aura la réponse aussi cette année et à quelle place ils vont terminer pour essayer d'aller le plus loin possible à la fin de saison dans la post-season pour les playoffs. Mm. Mais passons donc à l'équipe suivante, dans l'ordre toujours alphabétique du nom d'équipe, c'est les Timberwolves de Minnesota. Alors les Timberwolves, comment dire, ça va pas être, ça va pas être simple. Non, mais encore Un une peu fois, d'entrain, Adrien, un peu d'entrain. mais j'aimerais avoir de l'entrain. Il y a un joueur que j'aime beaucoup, on en parlait dans le DH20, un certain Karl Anthony Towns, qui a eu une année difficile en plus pour des raisons hors basket, mais on va pas y revenir. Bon, du côté des Wolves, une équipe qu'on entend dans certaines rumeurs à droite à gauche, mais qui a finalement très peu bougé cette saison, même s'il y a l'arrivée de Patrick Beverley et la perte de Ricky Rubio, c'est le gros changement, on va dire. La première question que j'ai envie de poser, donc je vais te la poser à toi, Tom. Pourquoi, pour quelles raisons est-ce que cette saison ce serait différent des années précédentes? Parce qu'ils ont transféré Ricky Rubio et toutes les équipes qui transfèrent Ricky Rubio sont meilleures après. Enfin, non, enfin, je déconne, mais en vrai, enfin, c'est vrai que d'un point de vue comptable, toutes les équipes qui se sont séparées de Ricky Rubio ont fait un ajout qui leur a permis après de step up. Quand on prend les Suns, quand on prend le Jazz, on voit que ces équipes-là ont passé un cap une fois qu'elles se sont séparées de lui. Pour les Wolves, je pense que cette saison, elle peut être différente tout simplement avec, je pense, un peu de stabilité au niveau du coaching staff. C'est une équipe qui a changé de visage sous Chris Finch. Donc, je trouve que ils ont passé vraiment les 2 dernières saisons étaient assez chaotiques avec notamment Towns qui jouait tous les matchs et les 2 dernières saisons qui a manqué énormément de matchs. Je pense que il y a aussi l'avènement d'Anthony Edwards qui amène quelque chose de différent aussi peut-être dans cette franchise qui a fait une très bonne deuxième partie de saison où c'était plus difficile cette saison. Donc moi je pense que c'est une année qui pourrait être différente pour ces raisons-là, quoi, de la stabilité et je pense aussi de l'audace pour aller chercher Ben Simmons. Est-ce qu'on compte sur l'année 2 d'Anthony Edwards, Alan? Oui, oui, offensivement, oui. Offensivement, de toute façon, il n'a pas été first pick pour rien. Euh, la deuxième, même si voilà, je me suis écharpé pas mal de fois avec des fans de Minnesota, parce que pour moi, euh, Fallait non, prendre la non, mélo. non, c'était sur le titre de rookie de l'année en fait. C'était sur le titre de rookie de l'année. Pour moi, Ok. la Melo le méritait vraiment. Et c'est vrai que disait qu'il y avait vraiment une grosse progression de la part d'Edwards. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Mais en même temps, ce que je voulais dire aussi, c'est que l'année dernière, tout le monde parlait du mauvais contexte Minnesota. C'est vrai. Mais tout avait été mis en place pour qu'Edwards performe offensivement sur la fin de saison. Tu mets Karl Anthony Towns, Naz Reid avec lui. Déjà, il a un spacing de fou furieux. Tu lui mets des Malik Beasley, tu lui mets des shooters avec lui. En fait, le contexte Minnesota, il est pas bon pour gagner des matchs, mais il était bon offensivement pour que ça marche bien pour Edwards. Et ça a été très bien fait, c'était très intelligent. C'est comme dit Tom, c'est Finch. Il est arrivé, il a donné le ballon à Edwards, il a dit on va te mettre en porteur de balle, va y avoir énormément, il va y avoir du déchet, mais enfin, je pense que vous l'avez tous vu, il est ultra talentueux, Anthony Edwards. Et je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir si D'Angelo Russell joue les matchs. Il y a de l'espoir si Karl Anthony Towns joue les matchs. Il y a de l'espoir si des joueurs qu'ils ont ajoutés à leur effectif, comme Taurean Prince, comme Patrick Beverley, jouent les matchs tout simplement. Si les joueurs qui sont bons jouent les matchs, c'est bien. Parce qu'en fait, trop souvent à Minnesota depuis 2-3 ans, on s'est retrouvé avec. Alors oui, c'est bien, les fans souvent se prennent d'amour pour des jeunes, tout ça, mais ça ne fait pas gagner des matchs. Moi, je suis le premier, j'adore Jared Vanderbilt, hein, c'est un joueur que j'adore et j'apprécie énormément. Mais s'il joue 30 minutes pour toi, c'est un peu compliqué offensivement, même si c'est un profil que j'aime beaucoup. Pareil pour Jordan McLaughlin. Moi, je pense qu'il faut que tes vétérans jouent avec, à côté, ton développement d'Edwards, de McDaniels, qui a montré des choses très intéressantes dans sa saison rookie. Et il faut que les joueurs jouent, il faut qu'il y ait une continuité. Voilà, moi, je déplore ce manque de continuité du côté de Minnesota. Il faut qu'il y ait de la continuité. Ouais, je pense que tu pointes du doigt quelque chose d'intéressant, parce que c'est vrai, donc il y a cette histoire de continuité. On tombe souvent sur les Timberwolves, sur leur gestion de ces dernières années. Mais finalement, l'année dernière, ce que tu as dit sur Anthony Edwards, je trouve que c'était pas si bête. C'est-à-dire que hors terrain, il y a eu beaucoup de soucis du côté de Minnesota. Donc que ce soit le cas Karl Anthony Towns, malheureusement avec le Covid, d'Angelo Russell qui jouait peu de matchs. Et comme tu l'as Les dit, tweets de D'Angelo Russell aussi,
qui tweet. aussi. Et donc voilà, sur le constat, tu savais que tu n'allais pas gagner beaucoup de matchs avec tous ces facteurs-là. Donc tant qu'à faire, et plus ce cas des rookies d'Anthony Edwards, mais de toute sa classe de rookies qui sortait après une saison, la fameuse saison bulle, c'était compliqué un peu pour tout le monde. On a vu des murs, le fameux rookie ball un peu partout. Bon, il y avait tout un tas de facteurs qui faisaient que tu allais perdre beaucoup trop de matchs, que tu n'allais pas faire les playoffs. Donc tant qu'à faire, vas-y, échoue et des échecs, mais pour progresser. Et finalement, ça peut porter ses fruits pour cette saison-là. C'est peut-être l'espoir qu'il peut y avoir du côté de Minnesota pour cette année. Et, Surtout pour un joueur que tu as drafté numéro 1. Voilà, qu'est-ce que tu as à perdre? Donne-lui les ballons. Et c'est bien ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est bien ce qu'ils ont fait. Moi, je trouve. je suis d'accord. Mais du coup, deuxième question qui était posée par toi, Tom. Donc je vais te laisser y répondre en premier pour savoir ce que tu en penses, pour qu'on puisse rebondir dessus. Avec aussi la stratégie côté Wolves qui ont un peu changé en cours de saison de système défensif. Est-ce que la défense des Wolves peut cette année être au moins dans la première moitié? La première moitié, non, je n'y vois pas, Au je moins n'y ne vois pas pas top être 15. dans le dernier tiers, on va dire. Ouais. En fait, je les vois pas être dans le top 15 défensif et je pense qu'ils resteront le bottom 20. Hein. Je les vois pas passer, par rapport au personnel qu'ils ont, je les vois pas passer, au-dessus, en dessous de la 20e place, quoi, maximum. Après, ça peut peut-être suffire pour être dans le playing vu le potentiel offensif de cette équipe-là. Après, il faut dire que cette saison, Chris Finch a décidé de changer le système défensif, notamment avec l'embauche d'Elson Turner qui est passé par Houston, qui est passé aussi par Memphis à certains moments. Et du coup, plutôt que de faire du drop classique qui ne fonctionnait absolument pas avec Towns, à quelque chose de plus actif, entre guillemets, en faisant pas mal de edge. Mm. Donc un peu comme ce que fait Denver avec Nikola Jokic pour activer un peu Towns. Moi, je pense que c'est une bonne idée, mais en fait, ce qui risque de se passer, hein, à mon sens, ce qui risque de se passer, c'est que au début, ça marchera pas. Et du coup, tu auras toujours peut-être la tentation de vouloir revenir à ce que tu faisais avant, parce que ce que tu fais Ça de marche pas non nouveau plus, ouais. ne fonctionne pas. Ça marche pas. C'est un peu comme ce que Portland a fait l'an dernier, où ils ont essayé de faire du edge avec Nurkic. Ça marchait pas. Ils sont revenus à du drop. Et c'était quelque chose où les joueurs étaient beaucoup plus à l'aise, mais ça marchait quand même pas. Donc du coup, je me dis que c'est ce qui risque de leur arriver, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de mettre en place quelque chose de nouveau. Et les joueurs n'auront peut-être pas le mental nécessaire à poursuivre quelque chose qui ne fonctionne pas jusqu'à ce que ça fonctionne. Et je pense ils seront obligés de revenir en arrière. Quelque chose qu'ils préféreront faire, quelque chose qu'ils savent faire, quoi. Mm. Ouais. Un petit fou, tu penses pas, enfin vous pensez pas d'ailleurs tous les deux que les ajouts de voilà, Non, ne dis c'est pas, non, Des non. Pas Patrick Beverley, McDaniels, Adrien. non mais je parle des pas d'ajout Beverly, tout terrain, ça. je parle d'ajout hors Ah. terrain de ce que disait Tom de les joueurs vont pas vouloir parce que ça fonctionne pas. Est-ce que voilà ce type de vétéran parce que même Torian Prince peuvent amener un côté les gars, vous avez le matos parce que physiquement non mais je parle de vétérans NBA sur ce genre de cas de changement de stratégie etc. Parce que physiquement les joueurs que tu as sur le terrain sont techniquement capables de défendre. Alors après, voilà, ils n'ont pas tous la palette défensive incroyable, mais tu dois pouvoir mettre en place voilà, un système de edge Je à pense peu que, près propre. je pense qu'il y a des joueurs qui intrinsèquement, individuellement, sont de bons défenseurs dans cette équipe. Qui ont même des profils, Okoji, McDaniels, même ouais. Vanderbilt. Vanderbilt, ouais. Mais Mais en de fait, l'autre voilà, côté, en fait, c'est toujours ça, en fait. C'est toujours ça. Et je crois que c'est la chose que j'ai le plus appris en parlant NBA avec l'équipe de Keblo et quand on en parle, c'est que c'est un sacrifice. C'est les deux côtés du terrain. Et on est dans une ligue où aujourd'hui, bah, il y a trop de joueurs. Tu ne peux plus jouer si tu es trop déficient, en fait, d'un des deux côtés. Tu vas plomber quelque chose. Et donc, je pense qu'il y a des joueurs, si tu ajoutes les joueurs, tu te dis, ah, franchement, ouais, McDaniels, euh, Okoli. voilà, ce sont des bons défenseurs individuellement. Le problème, c'est que si Nasrid et Karl Anthony Towns prennent tes 48 minutes au poste 5, déjà, euh, pour moi, qu'importe le schéma, ça posera problème à la protection de cercle. Donc, hmm, j'ai hâte de voir, voilà, schématiquement, ce qui va changer. Mais je me contenterai déjà d'une attaque top 15, voilà, élite. top 15 du côté de Minnesota et d'une continuité avec D'Angelo,
Karl Anthony Towns Edwards qui joue 70 matchs à 3. Ouais, je me contenterai de ça. Ouais. Parce que tu vois, le problème aussi de passer du drop au edge, c'est que du coup, tu as plus de joueurs, entre guillemets, impliqués sur la couverture défensive. Et devoir impliquer, par exemple, D'Angelo Russell ou Anthony Edwards sur des joueurs off-ball et leur donner des rôles importants sur des rotations ou des pré-rotations, je ne sais pas si c'est quelque chose de très healthy pour ta défense. Oui, et pour ton attaque aussi, du coup, par projection. Écoutez, du côté de Minnesota, du coup, on va espérer retrouver la santé, un bon rythme, gagner quelques matchs, et puis une bonne attaque, et puis on verra où ça nous mène. Mais effectivement, c'est la stabilité qui sera peut-être le maître mot de cette saison du côté des Wolves. Clairement. Donc passons à l'équipe suivante qui a une hype toute relative, parce que bon, on va se les poser les questions. Tout de suite, c'est le Thunder d'Oklahoma City. Bon, le Thunder qui, a priori, on ne va pas retrouver ni en play-in ni en play-off. On est sur un projet de reconstruction avec beaucoup de jeunes joueurs qui ont plus ou moins de hype d'ailleurs. Et donc, je vais me tourner vers toi, Alan, puisque c'est ton sujet favori. Est-ce que toi, ça te hype, cette idée, notamment du trio Poku, Guidi et Shai, évidemment? Shai dans un trio, ça me hype déjà. Parce que je suis... c'est vraiment un joueur que j'apprécie de plus en plus. Enfin, j'aimais déjà bien. Et puis, mais vraiment, pour moi, l'année dernière, il avait le niveau d'être All-Star. Franchement, après, il n'a pas joué assez le nombre de matchs. Mais quand il jouait sur le terrain, il était impressionnant. Voilà, c'était Incroyable. Il a vraiment. fait des matchs où c'était le meilleur joueur sur le terrain. Voilà. Enfin, moi, j'ai vu des matchs où c'était le Oui, meilleur joueur. complètement. Mais vous l'aviez dit tous les deux, je pense, dans l'épisode Top 10 Prospect moins de 23 ans, c'est une progression anormale, ce qui se passe du côté Ouais. de chez Gus Alexander. Beaucoup, euh, moi, j'aimais beaucoup Poku. Ouais, en bas de mon tier 2, donc 14 ou 15, je crois. Euh, parce que, mais en fait, mais je l'imaginais pas jouer dans le rôle dans lequel il a joué l'an dernier. Je l'imaginais dans un espèce de rôle de stretch 4, 5. Tu peux prendre une décision si on te close out fort et qu'on te demande de poser le ballon au sol. Mais c'est vraiment sa capacité de tir que j'avais évalué de et qui est très très haut niveau pour un joueur de sa taille, hein. Franchement, c'est très impressionnant. Guidé, déjà, c'est un peu embêtant. Première minute de Summer League, il se blesse à la cheville. Après, on l'a plus vu de la Summer League. Donc, on l'avait vu un peu en match de préparation avec l'Australie. Il n'a pas fait les JO, mais il était dans l'équipe de préparation avec les JO. Je crois que c'est Patty Mills qui disait, qui disait il a fait des sessions de workout pass avec Joe Ingles et Dodger et que c'était lui le meilleur passeur. Il a un don pour la passe incroyable. C'est un porteur de balle, mais c'est un porteur de balle en fait. Donc, il a toujours un peu porté la balle. Euh, je pense que le but d'Oklahoma City, c'est pas de gagner des matchs, très honnêtement. Voilà. Donc, euh, ça me hype, mais il manque un joueur. Il manque un blue chip player à cette équipe si elle veut remonter en playoff. Ils l'ont pas encore. Je pense qu'ils vont essayer d'aller le chercher en perdant des matchs. Même chose, Tom, j'imagine. Mais... C'est bizarre, c'est bizarre cette conclusion. Je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher un peu dans les matchs. C'est bizarre cette phrase. Et même conclusion pour toi, Tom, même si théoriquement il y a des prospects ou des jeunes joueurs, parce que Shai, on ne peut plus parler de prospects, hein, qui sont intéressants, il y a matière, mais il manque encore un élément, quoi. Moi, je trouve que le trio fait sens, en fait. Quand tu regardes les qualités de chacun des joueurs, le trio fait sens. Après, je trouve que, par exemple, je trouve que pour moi, hein, c'est un joueur beaucoup plus Oui, théorique complètement. que ce qu'il est aujourd'hui. Et c'est vrai que sur certaines séquences, tu as l'impression que le gars, ça peut être une licorne. Et sur d'autres, pour moi, en fait, beaucoup, c'est un joueur synergie. C'est-à-dire que si tu regardes que les possessions où il a la balle, tu vas avoir des flashs, tu vas avoir du talent. Par contre, quand tu le regardes dans un match, tu dis, ah, ouais, ok, il y a tout ça aussi, tu vois. Il y a du boulot. Il y a tout ça aussi, il y a du boulot, quoi. Mais c'est vrai que moi, le trio, il fait sens puisque les gars sont plutôt complémentaires. En plus, ils sont tous Ouais. grands. Ça, c'est un truc intéressant. Ils sont tous grands. Ils peuvent peut-être shooter. Après, bon, d'idée, on sait que c'est peut-être un peu la grosse problématique pour lui. Mais on voit clairement un rôle d'identifier. En vrai, tu vois, l'idée, en fait, limite,
c'est comme si tu avais, je sais pas, alors je vais peut-être me faire insulter, je suis pas au point peut-être sur la draft, enfin certainement pas, mais c'est un peu peut-être l'idée de ce qu'ils avaient quand ils visaient Cade en fait. Mhm. Genre, l'idée, c'est peut-être un sous-Cade, c'est-à-dire le porteur de balle. Certes, il n'a pas cette menace de pull-up, mais qui est le grand passeur, le passeur de grande taille, chez le mec qui va exploser les lignes, qui va exploser la défense de façon individuelle et qui est capable de créer son propre shoot aux 3 niveaux, à 3 points, à mi-distance et d'aller au cercle. Et beaucoup plus le joueur hybride pour lequel tu peux faire des choses, qui peut faire des choses avec la balle, qui peut faire des pick and roll inversés et qui peut aussi prendre feu offensivement, quoi. Donc moi je trouve que c'est un trio qui est plutôt excitant, mais comme tu disais Alan, ça manque peut-être d'un petit quelque chose en Moi, plus. juste sur Poku, si c'est pas une licorne, c'est pas grave. Enfin, c'est ça que je voulais. Oui, Moi, oui, je vois c'est ce que ça que tu je veux voulais dire dire. aux gens. Si ça devient pas, parce que les gens Oui, pensent que c'est pas grave. Si t'as un joueur de sa taille qui peut prendre 6 ou 7 tirs à 3 points par match avec une bonne réussite et avoir un rôle défensif, c'est déjà bien en fait. Et voilà. C'est juste ce que je c'est voulais vrai, dire. c'est Tout le vrai. monde Ouais. n'est pas une licorne. Enfin, Ouais, c'est ça. Il faut toujours T'as raison. pondérer les attentes. C'est vrai qu'il y a toujours cette hype des jeunes joueurs. Mais oui, retrouver Shea aussi dans un rôle avec un autre guard qu'il a déjà vu. Il y a quelque chose d'intéressant. Mais il y a d'autres joueurs aussi dans cet effectif. D'autres joueurs qu'on a il y a beaucoup plein de vus joueurs. la saison passée. Mais deux joueurs intéressants. Et on va s'intéresser à notre cher Théo Malédon, mais aussi à Basely et à Dort et à Lugendorf, qui Dort, était qui avait joué beaucoup de minutes l'année dernière. Mm. Euh, Est-ce qu'à la fin de cette saison, on va pas devoir commencer à tirer des conclusions du côté du Thunder sur quel joueur est le plus intéressant dans notre projet moyen long terme, quoi? Lequel de ces trois, Tom, de but en blanc, lequel de ces trois sera le plus intéressant, le plus important joueur du Thunder à l'issue de la saison 2022? alors, je sais que, enfin, je serais pas d'accord avec, enfin, je sais pas, avec Pierre Constant et Solal qu'on salue de la team Up and Thunder. Je sais que eux, ils considèrent déjà Dort comme un membre du projet. Mais au final, Dort, là, il va lui rester peut-être une année de contrat et ensuite, faudra voir. Et peut-être que il sera. Enfin, je pense que c'est un joueur qui peut vraiment se monnayer contre des pics de draft. Alors, OKC en a beaucoup, mais quand tu vois par exemple, qu'il se transfère à la draft le choix 16 contre 2 pics de draft alors qu'ils en Mm. ont déjà, tu te dis que, enfin, s'il y a une offre comme ça qui arrive pour Dort, je pense qu'il y a moyen qu'il le laisse échapper. Donc moi, je dirais plus Beasley. C'est vrai que l'an dernier, Darius Beasley, il a fait une saison un peu, il a fait une saison un peu Ouais, non, décevante ils étaient pas mal par déçus, les rapport à fans ce qu'on attendait d'OKC, de lui. de Beasley. Ouais, ils étaient pas mal déçus de lui par rapport à ce qu'ils attendaient de lui. Mais en fait, c'est le joueur qui a un profil qu'il n'y a pas dans cette équipe-là et c'est un profil qui, pour moi, marche. Pour moi, s'il arrive à atteindre le niveau qu'on lui prêtait, c'est un profil qu'il n'y a pas, quoi. C'est un profil très recherché partout dans l'NBA. Et je pense que ça pourrait être à la fin de saison le quatrième joueur, puisque il a un skill set qui fitterait très bien avec les 3 autres joueurs du dessus. Je vais être un peu vicieux sur la question quand je vais te la poser à toi, Alan, mais par rapport à ce que tu viens de dire à la question précédente, sur bon, il manque une pièce centrale. Est-ce qu'au final, du coup, la réponse à cette question, c'est pas aucun des trois et que ce sera juste enfin, juste. C'est un peu horrible de le dire comme ça, mais ce ne seront pas justement celui qui aura la meilleure valeur pour éventuellement justement aller chercher que ce soit un pic plus haut puisqu'on est dans une optique de tanking ou un autre joueur plus important pour justement l'avoir cette pièce-là. Est-ce que vraiment un de ces trois joueurs-là, donc Malédon, Beasley, Dort, peut être la pièce manquante du Thunder? Déjà, je trouve que tu vois, je reviens sur ce que je dis, c'est assez ouf de parler de projet. Je dis pas qu'il tank, hein, je sais pas, d'un projet de tanking ou tout ça, quand t'as chier, en fait. C'est assez fou, en fait. Ouais. C'est assez fou. Alors, s'ils arrivent à rajouter à côté de Shea un prospect, là, vraiment, c'est super intéressant, mais c'est assez fou de dire que, parce que si t'as Shea, tu peux pas, on l'a vu l'année dernière, ils arrivaient pas trop à tanker, en fait, au début. Oui, Shea, il gagne des matchs. Voilà, chez Orford, il gagnait pas mal de matchs, quoi. Donc, moi, je pense que, bah, déjà, je rajouterai un joueur, hein. Ils ont drafté dans le top 20 cette année. Pour une équipe qui est autant dans, Treman, ouais. exactement, dans une équipe qui est autant Freeman. sur les jeunes, un 17e choix de draft, 18, et il va jouer, hein. Il va jouer, et je pense qu'il,
Alors, je dis pas qu'il va prendre les minutes de Malédon, je dis pas, mais je pense qu'il va jouer ses minutes. Donc déjà, je pense qu'il a rajouté dans l'occasion, dans l'équation. Ouais. Euh, je pense que ça serait Dort, moi. Je pense que, en fait, Dort, c'est le joueur que je traderais, moi, si j'étais eux. Je pense que, déjà, le contrat fait que tu peux vendre l'idée d'un bon contrat. Donc, tu peux récupérer peut-être un asset supplémentaire parce que tu envoies pas un contrat horrible. Et je pense que c'est terrible ce que je veux dire, mais il aide pas. Il a beaucoup plus, voilà, Il est pas non, mais il a authentique. beaucoup plus de sens dans une équipe qui joue les playoffs que dans une équipe comme OKC. Ouais, ouais, je vois. Il a du sens partout, le Dort, en vrai. Ouais, il a une vraie valeur. Un défenseur rugueux. Défensivement, il est incroyable. Mais on le savait de toute façon, défensivement, qu'il était incroyable. Mais c'est pas un shooter encore, mais il commence de plus en plus à être respecté. Et rien que ça a changé. À ce joueur-là aide. Donc ce joueur-là peut-être peut t'amener des choses. Comme l'a dit, si on arrive à une deadline et qu'ils peut-être ils se mettent dans un deal à 3, qu'ils incluent Dort et puis que ça leur permet de récupérer un autre jeune ou récupérer un pic, peut-être qu'ils le feront. Moi, juste avant de terminer, Derek Favors, j'adore pour eux parce que les minutes l'an dernier, quand Orford ne jouait plus, ça les tuait. Bon, après, peut-être ce qu'ils voulaient, hein, perdre beaucoup de matchs, hein, mais Derek Favors, c'est un vrai bon joueur pour eux. Encore une fois, on finit avec des points d'interrogation sur l'objectif de cette saison, mais en tout cas, il y a plein de matières, il y a plein de conclusions au fur et à mesure à tirer au fur et à mesure de la saison du côté du Thunder. Donc ce sera tout de même intéressant à suivre, notamment parce qu'ils peuvent aussi faire bouger le reste de la ligue en s'immisçant dans des trades, comme tu l'as dit. Et pour l'équipe suivante, on va continuer à se poser des questions parce qu'on est aussi sur une équipe qui a été remaniée, euh, notamment suite au trade d'un certain Barbu. Donc beaucoup de jeunes du côté des Houston Rockets. Et donc, à qui on va donner la balle cette année aux Rockets? Semble-t-il qu'on se dirigerait vers un Kevin Porter Jr., un Jalen Green, un Sengun peut-être. À qui tu donnes la balle, Tom? Pas John Wall? Euh, Non, je pense que, enfin, ils ont dit que ils veulent faire de Porter Junior Leur meneur. leur meneur de jeu à temps plein. Il y a dans un article de The Athletic, il y a pas mal de choses qui sont sorties, notamment sur le fait que DJ Augustin. j'oublie le nom du joueur. Le fait que DJ Augustine est un des meilleurs joueurs du Mm. camp. Hein, et surtout qu'il apporte du guard play, que c'est quelque chose qui est très important, sachant que c'est une équipe qui a drafté Garuba, qui a drafté Sengun, qui a aussi Christian Wood et Mm. Daniel Tice. Donc c'est vrai que Porter Junior, il apporte pas du guard play. Il apporte pas trop de guard play. Donc moi je pense que en termes de taux d'usage, je pense que Jalen Green sera au-dessus. Alors oui, je pense qu'en termes de temps de possession, Porter Junior aura plus la balle, mais celui qui finira le plus de possession, ce sera Jalen Green. C'est comme ça que tu le vois aussi, Alan, je t'ai vu hocher de la tête. Ouais, oui, je pense. Je pense que il y a eu. C'est pas parce que Jalen Green, dans la tête des gens, est un pur scoreur qui ne peut pas initier. Il l'a fait. Il ne l'a pas fait en G-League Ignite parce que c'était pas son rôle et que on était dans du showcase et puis surtout qu'il franchement il était tellement à l'aise au scoring à côté qu'il laissait à Jared Jack le soin de un peu créer, on va dire, organiser, on va dire. Mais Jane Green au lycée, c'était le porteur de balle d'une attaque héliocentrique. Alors après, au niveau lycée, quand tu es aussi fort, les attaques sont très souvent héliocentriques parce que c'est normal. T'as un des meilleurs joueurs contre des joueurs qui ont 16-17 ans, c'est normal que tu lui donnes la balle. Mais Jane Green peut créer, Jane Green sait jouer un pick and roll. Va y avoir énormément de déchets, hein, mais Jane Green sait jouer un pick and roll et moi, c'est pour ça que je l'avais aussi haut, parce que je pense qu'il peut avoir ce profil d'initiateur. Et t'es bien placé pour le savoir, Adrien. Tout le monde, on peut devenir un initiateur potable au NBA. Zach Lavine l'est devenu en fait. Brad David l'est devenu. Demar DeRozan l'est devenu. Ces joueurs qui sont catégorisés comme des purs scoreurs off-ball, shooters, qui étaient même vus comme des trous noirs à certains moments de leur carrière, peuvent le devenir. Et moi, je pense que c'est possible. Je pense que sur l'année 1, il l'aura parce que je pense qu'il y aura en fin de saison un push pour qu'il ait le rookie de l'année, très honnêtement. Je pense qu'il va y avoir ça. Euh,
Après, voilà, moi, il y a un backcourt Porter Junior avec Jalen Green, enfin, mais c'est sûr que je vais regarder. Enfin, c'est incroyable. Mais ouais, je pense que ça sera Jalen Green. Ils l'ont drafté 2 pour ça. Ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit, ils croient en ça. Donc, je pense On que en c'est est le là de projet. toute façon. On en est là du côté de Houston à essayer de retrouver le gars à qui on va donner la balle. Donc je pense que de toute Mm. façon, tu auras des séquences avec l'un ou l'autre sur le terrain aussi. Donc Mm. tu pourras voir ce que tu veux et en tant que porteur de balle. Et puis après, on a d'autres joueurs dans ces effectif des Rockets. Il reste quelques vétérans notamment. Et c'est la question suivante qu'on va se poser chez eux. C'est parmi les Eric Gordon, les Christian Wood, les Daniel House. Qui sera là à la fin de la saison, Tom? Je pense à la trade deadline, je pense qu'il restera que Wood. Et à la draft, je pense qu'il en restera plus Ah ouais? aucun. D'ici la prochaine draft, Ok, je pense que Wood il est parti. ok. Ils ont quand même drafté Sengun, auquel je pense qu'il Oui, ils croit sont quand même, montés, hein, qui va ils sont jouer montés, quatre hein, cinq. Ils sont allés le chercher. Et à Garuba, ils ont donné 4 ans à Thais. D'ailleurs, Thais qui va débuter visiblement au Mm. poste de pivot, autre côté de Christian Wood. Donc, enfin, je sais pas. Enfin, je pense que Wood, il lui reste là, il lui reste 2 ans de contrat. Donc, la saison prochaine, il sera, à la fin de la saison prochaine, il sera agent libre, non restreint. Donc, je me dis, vu la trajectoire que prend la franchise, il y a des chances que à la prochaine draft, qu'il soit transféré. Donc, du coup, je pense que, voilà, Eric Gordon et Daniel House seront partis avant la trade deadline et Christian Wood sera parti à- au moment de la draft 2022. Est-ce qu'Alan, Daniel Wood, Christian Wood, pardon, on n'est pas un peu sur. Vas-y, je les mélange. T'as raison. Fais- D'ailleurs, c'est Mais oui, c'est Daniel, vrai. C'est vrai, Daniel. c'est vrai. Est-ce que Christian Wood, on n'est pas un peu ce que tu évoquais un peu avec Dort, c'est-à-dire qu'un joueur qui a une certaine valeur, mais peut-être pas maximisé du côté des Rockets par rapport à la temporalité de leur projet actuellement, quoi. Complètement. Mais même pour moi, un Jason Tate peut rentrer dans cette idée-là. Les joueurs qui peuvent t'aider sur un rôle très précis dans une équipe qui a plus d'ambition collective. Et je pense aussi que ils ont aussi drafté Josh Christopher au premier tour. Ils vont vouloir donner des minutes à Josh Christopher, hein. Ils ont drafté 4 joueurs au premier tour. C'est 4 contrats garantis, hein. C'est énorme. Enfin, 4 joueurs au premier tour. C'est 4 joueurs donc sous contrat minimum 3 ans. Euh, Sûrement 4. Ces joueurs-là vont jouer. Et donc, comme ils vont jouer, il y a 2 intérieurs, un porteur de bas, un arrière et Christopher qui était aussi un peu un arrière combo ces joueurs-là vont jouer automatiquement. Gordon, House et d'autres vont avoir leur temps de jeu réduit. Les fans de Houston, je pense, sont d'accord pour perdre des matchs si c'est avec ces joueurs-là sur le terrain, quoi. Tout sur la jeunesse, donc du côté de Houston, pour définir la suite du projet, bon, sur un moyen terme, du côté des Rockets, on va dire. Et comme je suis très mauvais en ordre alphabétique, on va revenir à la lettre S parce qu'on a raté 2 équipes là, et notamment une Ah, équipe qui est allée en finale Mm. NBA cette année, les Phoenix Suns. Alors j'allais dire la surprise générale, c'est peut-être un peu. non, monsieur. Alors général peut-être pas, mais disons que peu de gens avaient mis de l'argent sur la présence des C'est vrai, Suns c'est en vrai. finale NBA, mais ils y étaient en tout cas. C'est vrai. Ils y étaient. On a pu les voir très compétitifs tout au long de ces playoffs. La question, bah tiens, je vais te la poser à toi, Alan, du coup. Alors, est-ce qu'ils vont y retourner en finale? C'est super compliqué parce que même si tu croyais beaucoup aux Suns, t'es obligé de voir le concours de circonstances des planètes alignées. Chaque année, les planètes s'alignent et ça s'est bien fait pour eux et ils ont saisi cette opportunité. Je pense que s'ils n'avaient pas été en finale NBA, il y aurait vraiment eu d'énormes regrets pour eux. Euh, L'effectif a été plutôt stabilisé. Ce, un truc qu'on avait beaucoup dit, je sais pas si tu te souviens, on avait dit, ils pensaient peut-être pas être là. Parce qu'en gros, Tout à fait. alors quand Saric s'est blessé, il n'y avait pas ce backup pivot. Il n'y avait pas ce niveau de guard play. Enfin, ils avaient besoin d'un campaign incandescent avec le banc pour avoir ce niveau de guard play. Cet été, ils se sont dit, bon, bah, il faut peut-être qu'on aille chercher des choses pour, si on est là, bah, au moins, on sera là plus armé. Donc, pour moi, il y a 2 ajouts qui ont été faits. C'est Magui. En gros, est-ce que Magui va pouvoir jouer 15 minutes par match? Parce que Ayton, c'était pas possible de le faire jouer 46 minutes la fin de saison. Voilà. Et ils ont pris Shamet, quoi.
ils ont pris Shamet, mais pour moi, Shamet, ça règle pas tellement le. C'est encore. Elfried Payton? Ça peut encore. Ouais, ça peut encore. Shamet, ça peut encore faire plus. Si Shamet met dedans, c'est encore plus des, pour leur line-up létal avec les shooters, quoi. Mais ils sont un peu mieux armés, mais ils auront pas le concours de circonstances, pour moi. Donc, c'est compliqué. Et puis il leur reste aussi la cheap injury replacement qui peuvent récupérer du coup du contrat peuvent récupérer une certaine somme du contrat De Saric, de ouais. Dario Saric du coup qui est blessé, qui pourront utiliser sur le marché soit des buyouts ou qui pourront utiliser pour récupérer un joueur en fin de contrat qui peut rentrer dans ce montant-là. Donc ouais ça peut jouer. Et puis ils ont fait un trade avec les Nets qui peut être intéressant aussi pour eux, comme tu disais. Chamet peut-être sur la saison régulière, ça peut être aussi ça peut être intéressant de point de vue létal. Ça peut être plus létal et puis ça peut aussi nous permettre de revoir un peu point de Booker. Mm. Point de Booker, c'est-à-dire un peu en mode héliocentré quoi. Moi, je trouve que peut-être que la finale elle est moins probable que l'an dernier puisqu'il y a eu certaines circonstances atténuantes. Par contre, je trouve que l'équipe de cette année sera plus forte que l'équipe de l'an dernier tout simplement parce que tous les joueurs qui ont eu énormément de minutes pour cette équipe-là en dehors de CP3, pour moi ils seront meilleurs. C'est pas Tout parce qu'ils vont simplement. pas en finale qu'ils sont moins bons. Voilà. Tout à fait. Les autres Voilà. équipes peuvent progresser ou avoir des cycles constants moins difficiles. Mais après, tu vois, tous les mouvements que tu as cités, Alan, donc les Javal Magui, les Landry Shamet, les Elfried Payton que j'ai lancé comme ça, mais effectivement, c'est pour rajouter un guard quand même. Mm. Pour moi, les Suns ont essayé de colmater les brèches qu'ils avaient quand ils se sont retrouvés face au fait accompli en finale NBA avec un effectif un peu court. Est-ce que ça va suffire pour, en saison régulière, avoir un assez bon bilan pour justement te faciliter une nouvelle fois ce parcours? On rejoint un peu la problématique qu'on avait évoquée du côté de Portland, parce que du côté des Suns, cette année, si tu te retrouves encore à rejouer les équipes du haut de tableau de l'Ouest en pleine santé, ça risque d'être un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils font le bon choix en décidant de se focus sur colmater leur brèche de play-off de contender plutôt que d'essayer de maximiser leur bilan de saison Oui, régulière parce que finalement? t'as Chris Paul. Donc, est-ce que c'est pas l'un des meilleurs maximisateurs de saison régulière? C'est une question Ouais, rhétorique. avec Jokic, Gobert, Ouais. Yanis. LeBron, si LeBron est à 100%. Ah, tu me diras LeBron, peut-être moins qu'avant. Peut-être moins qu'avant. Peut-être Harden, moins pour moi. qu'avant, ouais. Harden, ouais, aussi Harden Ouais. aussi rentre dans cette Russell catégorie Westbrook là, ouais. finalement, d'une certaine façon pendant Oui, des mais années. plus Ouais, mais bas. pas dans le même Oui, mais tiers, plus quoi. bas, ouais. Tout à fait. Pas dans le même tiers, mais oui. Moi, je pense que oui, pour moi, de facto, une équipe menée par Chris Paul sera ce qu'elle doit être en saison régulière. Elle ne sera pas, par exemple, ce qu'avait pu être Boston de 2019, une équipe qui, non mais regardez, on va pouvoir switch. Il n'y aura pas de switch. Il y aura un switch, mais il sera positif, quoi. Ils seront pas décevants pour moi en saison régulière. Chris Paul, 37 ans cette année, enfin au milieu de la saison, il aura 37 ans quand même. Mm. Peut-être que tu l'auras pas tout Mm. du long aussi. Complètement. Mais t'as Booker. Et c'est vrai que on oublie, c'est un autre membre du DH20, quoi. Il y a deux joueurs du DH20 sur les bases arrières de cette équipe. C'est quand même, le niveau de guard play, comme a dit Tom. Booker sait le faire. Il l'a fait dans la bulle. Il a moins fait l'an passé, mais ça veut pas dire qu'il peut pas le faire. Ça veut pas dire qu'il peut pas le faire avec le banc. Si jamais Campaign est moins bon et donc que Monty Williams se dit, je peux plus ne pas mettre les deux en même temps, tout ça. Je pense qu'il y a des billes qui peuvent être faites et qui peuvent être tirées du côté de Phoenix. Oui, et puis en plus, après, il y a ce que tu avais dit, Tom, c'est qu'effectivement, le reste de l'effectif. Bon, là, tu as fait des signatures à la marge, tu as essayé de colmater tes brèches, tes défauts, mais finalement, les autres joueurs, ils sont là, tu restes en place. On parlait de stabilité sur certaines autres des équipes. Là, au moins, tu es stable. Les Cam Johnson, les Bridges, voilà, et les Ayton, ils ont gagné en expérience. Ils seront probablement meilleurs que ce qu'ils étaient. Donc, Phoenix sera plus fort que l'année dernière. Est-ce que ça suffira? Ce sera réponse à la fin de la saison, une Mm. nouvelle fois. Mm. Et on va essayer d'enchaîner parce que le temps passe, mine de rien. Et il y a 30 équipes en NBA. Donc passons à celle d'après, toujours chez les S, qui est du côté de San Antonio, des Spurs. Les Spurs où on se pose toujours la même question depuis des années. Tom, je vais te la poser à toi. Bon, est-ce que c'est le dernier barreau d'honneur de Greg Popovich cette année?
Écoute, je vais Ouais. dire non, parce Disons que non, toutes les franchement. années Ouais. précédentes, j'ai dit oui et je me suis trompé. Donc là, cette Ouais, moi fois-ci, non j'ai dit plus, je oui. dis non. Ouais, c'est bon. Eh Ça, ben, je vais dire oui pour contrebalancer. Bon, ça, c'était la question où effectivement la réponse, seul Greg Popovich là finalement. Mais parlons plutôt du terrain du côté des Spurs où pareil, il y a beaucoup de questions à se poser. Une équipe plus jeune, plus avec voilà moins de certitude que ce qu'a eu justement Greg Popovich à son début de mandat, on va dire, du côté de San Antonio. Et il y a un joueur qui a été intéressant, qu'on a pu voir cet été, c'est un certain Keldon Johnson, qui était là donc pour les Jeux Olympiques américains. Euh, et donc la question, je vais me tourner maintenant vers toi, Alan, pour faire rapidement. Est-ce que Keldon Johnson, à la fin de cette saison, ce sera le meilleur joueur des San Antonio Spurs? si je dis oui, c'est peut-être oui, mais en fait, c'est de facto. Genre, euh, c'est pas un exploit. Ça veut pas dire qu'il a step up énormément. Si je dis non, ça veut pas dire que Keldon Johnson n'est pas en progression linéaire. Moi, je vois peut-être, mais je vois quand même une intersaison des Spurs qui a été de ramener des vétérans, les gars. Euh, Mm. alors oui, il y a ce biais de la Doug jeunesse, McDermott, il y a ce biais de la jeunesse, Ouais. mais ils ont ramené, il y a Thad Young, il y a Doug McDermott, Bryn Forbes qui est il revenu. y a Zach Zach Collins, Collins qui bon, est un joueur de deuxième contrat, Forbes. donc n'est plus un joueur de premier contrat. Ouais. Il y a Aminou, ils ont Oui ramené aussi. Aminou, Ouais. ils ont, Thaddeus Young. ils ont ramené, alors on le connaît pas en NBA, mais ils ont ramené Jock Landale, le joueur Ah, australien, voilà, qui a l'Australien. été Ouais, un des l'Australien. meilleurs joueurs hors NBA Je- peut-être. C'est un très très bon joueur, mais il est né en 95, donc c'est pas. Ils ont ramené et ces joueurs-là, je pense, seront dans la rotation. Il y aura ce savoureux mélange en fait, parce que il va falloir aussi donner des minutes à Murray, White, Devin Vassell, qui sont draftés de loterie quand même. Ouais. Je pense Lonnie Lonnie Walker, Walker, le exactement. 4. Et je pense Josh Primo, je pense pas qu'il jouera énormément. C'était le joueur le plus jeune de la draft. Il a dit lui-même qu'il accepterait volontiers de jouer beaucoup avec la G-League et Santonio fait beaucoup de choses avec sa G-League depuis quelques années. Il préfère prendre les joueurs beaucoup plus jeunes et les prendre dans leur sein et les mettre en G-League que les stacher par exemple. Ils sont pas du tout ils prennent, ils travaillent avec eux, ils les moulent comme ils le veulent. Donc c'est Keldon Johnson a fait de la G-League. Beaucoup ont fait de la G-League. Hein. Donc Keldon Johnson sera peut-être le meilleur joueur de San Antonio, mais ça sera pas parce que il est bah, peut-être ce poste 2-3 ou même 3-4 des fois dans les schémas de San Antonio qui est devenu un des 40 meilleurs joueurs NBA, on va dire. Ça peut-être pas à cause de ça. Est-ce que tu le vois de la même façon, Tom, pour toi? Ce sera plus sur le fait accompli que par une grande progression? Non, moi je pense qu'il a les moyens d'être vu comme vraiment le meilleur joueur des Spurs à la fin de la saison. Tout simplement parce que je trouve que tout ce qui a été ajouté cet été fit beaucoup son jeu. Keldon Johnson, c'est le seul, je trouve, pour moi, c'est le meilleur joueur des Spurs à l'attaque du panier. C'est un joueur qui est vraiment très puissant, qui arrive très facilement à battre son vis-à-vis, que ce soit avec ou sans la balle, parce qu'il a un très bon premier pas et qu'il est assez puissant du haut du corps et arrive à aller jusqu'au cercle. C'est pas quelqu'un qui va tenter énormément de flotteurs, c'est quelqu'un qui va vraiment aller au cercle. Et je trouve que on pourra peut-être le voir cette année avec des combinaisons qui va se servir des shooters qu'ils ont ramenés, tu vois, de McDermott et tout ça. Et je trouve que ça va être un peu. Alors, je pense pas que ça va se transformer en joueur héliocentré, hein, pas loin de là. Hein. Mais je trouve que à la fin de la saison, quand tu demanderas quel est le Spurs qui a la plus grosse valeur, il doit être échangé pour une superstar, on te répondra sans contestation possible, Keldon Oui, Johnson. si c'est ça la réflexion, je suis complètement d'accord. Parce qu'il a le profil aussi, et puis il est jeune, c'est un troisième année. Et puis il y a cette mise en avant, moi c'est aussi ça que ça m'évoquait cette question. Donc tu as DeRozan qui est parti, donc tu as les ballons sur les extérieurs qui vont revenir à des Keldon Johnson, à des Lonnie Walker pour aller scorer. Et puis tu as récupéré, comme tu disais, dans les vétérans, tu as des joueurs intelligents, des Thaddeus Young, des Aminou, des joueurs et même le retour de Bryn Forbes, hein, des joueurs qui peuvent te mettre la balle au bon moment sur ses scores pour exploiter les qualités, donc la mise en avant, la mise en
en lumière d'un Keldon Johnson ou d'un Lonnie Walker dans un registre un peu moins élevé, mais de la même façon, va être assez importante du côté des Spurs. Donc il y aura deux, trois actions flashy qu'on va retrouver. Ça risque de lui bénéficier, notamment dans le secteur offensif. En effet, ce que tu disais, Tom. Après, c'est vrai que les fans des Spurs sont beaucoup plus hauts sur Lonnie Walker qui, pour eux, du moins, vu qu'il a flashé pas mal de ball skills, voilà, enfin, on va dire que capillairement, c'était quelque chose. Il arrive à faire, voilà, il fait des choses beaucoup plus difficiles avec la balle que Keldon Johnson, par exemple. Donc, je pense que les fans des Spurs lui prêtent un potentiel plus haut. Mais je trouve que Keldon Johnson. Est-ce que c'est pas toi, Tom, qui adore le mot scalability, il est dans ça. Moi, je le vois vraiment évoluer comme un mec à la Chris Middleton, en fait. Ah bah, dans quelques années. Oui, ça serait très très bien, je pense. Ouais. Tu vois, tu penses qu'il peut, le niveau de pull-up, il peut le rejoindre ce qu'est Middleton? Peut-être pas au niveau du pull-up, peut-être pas au niveau du meilleur pull-up, dans le drive. mais la pression, en fait, ouais, c'est-à-dire le drive et la pression qui va créer une gravité autour de lui. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose qui peut développer en fait. Très bien. Et bien on lui souhaite, en tout cas, et on le souhaite aux fans des Spurs parce qu'effectivement. C'est un très bon jeune joueur en tout cas, mais vraiment. Les fans des Spurs qui étaient habitués à gagner beaucoup de matchs, surtout les fans qui sont à peu près de notre génération. Ça fait quelques années que du côté des Spurs on gagnait beaucoup. Là, ça commence à être. Voilà, il faut être un peu plus patient. Donc on leur souhaite évidemment une belle évolution de Keldon Johnson, de Lonnie Walker, de Dejounte Murray peut-être, pourquoi pas. En tout cas, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 1 heure qu'on discute. Donc on aura fait 7 équipes. Il faudra en faire 8 l'année prochaine si on veut la semaine prochaine. Si on veut conclure la conférence Ouest, mais déjà, voilà, il y a tout de suite beaucoup de choses à dire dans des questions très simples sur toutes les équipes NBA. Si vous avez envie de continuer d'échanger autour de vos équipes, n'hésitez pas à nous le dire sur Twitter notamment, avec nos superbes community managers qui sont très présents maintenant. On est évidemment toujours là sur YouTube. Dans les commentaires, on vous lit, donc vous pouvez aussi échanger avec nous. Les plateformes de podcast, c'est le classique, bien sûr. Et puis... Eh bien, la saison prochaine, je vais y arriver, la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va pouvoir continuer justement. C'est la rentrée. Exactement, c'est la rentrée. Il faut tout remettre en place. Alors, pensez à votre abonnement League Pass si vous êtes du League Pass, l'abonnement beIN Sport si vous êtes beIN Sport, tout ça. Remettez tout en place. La saison arrive très très vite, donc justement, dès la semaine prochaine. La pré-saison commence. D'ici quelques jours, oui, tout à fait, la pré-saison commence. Donc. Demain, à l'heure où on enregistre, en effet. Mais on va enchaîner. On a beaucoup de choses encore à se dire sur toutes les équipes, sur la NBA au sens large. On continuera donc toute cette preview de la saison 2021-2022 avec vous. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Merci les gars. Et à bientôt. À très vite. Salut. Salut. Salut.